Hello, bienvenue sur French Aubergine, c'est l'heure de faire un nouveau point lecture. Avant de commencer ce petit point lecture, j'avais envie de vous parler d'une révolution dans ma façon de lire. Après avoir longtemps boudé ma vieille Kindle, j'ai fini par en reprendre une. C'est j'ai fait une petite pochette, la Kindle Oasis. Et pourquoi est-ce que je l'ai reprise? En fait, je l'ai reprise pour lire des mangas, parce que vous voyez, il y en a plein derrière moi là. Et malheureusement, à part quelques titres très cultes, chez moi les mangas, je les relis très rarement. Et au final, quand j'ai fini une série, je finis par la revendre sur Vinted, ce qui est un peu bête. Et enfin bête. On dirait ça me permet d'en racheter d'autres, mais je trouve que c'est beaucoup de logistique, j'aime pas trop vendre sur Vinted non plus, parce que c'est toujours un peu un stress pour moi de préparer les paquets, être bien à l'heure, faire en sorte que tout soit bien, enfin, bon, après c'est moi qui suis une stressée de la vie aussi, hein. Et du coup je me suis dit que ça allait être plus simple pour moi de prendre une Kindle, parce que donc ça va me permettre de lire des mangas, enfin du moins sur la Oasis on peut très bien lire des mangas, hein, c'est vraiment bien fait, et ça me permet de gagner de la place et de m'éviter la corvée de les revendre ensuite. Voilà, donc après avoir dit pendant des années que j'aimais pas la Kindle, enfin c'est toujours le cas pour certains bouquins quand même, hein. Je ne peux pas ne pas avoir les romans que j'ai mis dans ma bibliothèque, c'est compulsif, c'est comme ça. Mais par contre, ouais, effectivement, pour des séries de mangas, je pense que c'est pas mal et c'est un bon compromis. Et je sais pas si ce sera économique sur le long terme, mais en tout cas en termes de place, oui, clairement, ça va être économique. Puisqu'on parle de Kindle, je vais vous parler d'un manga que j'ai lu sur ma toute nouvelle Kindle. Il s'agit de En proie au silence de Akane Torikai et c'est sorti aux éditions Akata. Alors, le thème me parlait pas mal, donc j'ai pris le volume 1 en attendant de voir si j'allais lire la suite. Et j'avoue que je suis un peu perdue, je sais pas encore si ça m'a plu ou pas, ça va dépendre de comment on va suivre le volume 2. C'est un peu compliqué, je vais vous résumer ça tout de suite. Donc dans ce premier volume de En proie en silence, on va parler d'une jeune professeure de 25 ans qui est prof dans un lycée et de ses observations sur ses élèves et sur les rapports hommes-femmes en général. Et on va rapidement se rendre compte, je ne sais plus parler, qu'elle est elle-même victime d'une relation abusive par le copain de sa meilleure amie qui, depuis des années, a la main mise sur elle. Bien sûr, sa meilleure amie n'est pas au courant. Et donc elle est coincée parce elle pense qu'elle s'est un peu trop laissée faire et qu'elle est un peu coupable de la situation et forcément donc elle est en proie au silence, d'où le titre. Voilà, et parallèlement à cette histoire qui est déjà assez sordide, on va suivre celle d'un de ses élèves qui, à côté du lycée, travaille chez une fleuriste et on va assez rapidement aussi découvrir que cette fleuriste, elle a la main mise sur lui et qu'elle l'oblige aussi à avoir des relations contre son gré. Donc voilà le point de départ, ce qui est assez réjouissant, n'est-ce pas? Et bien sûr les deux histoires vont finir par se confronter puisqu'il y a des rumeurs sur le jeune homme au lycée. Au début tout le monde pense que c'est un gros puceau, mon dieu c'est terrible, et en fait finalement la rumeur comme quoi il fréquente une femme mariée va sortir et elle en tant que prof elle va être obligée de le confronter à ça parce que vous comprenez la réputation du lycée, ça le fait pas tout ça. Voilà où ça commence. Donc c'est pas hyper joyeux, c'est pas à mettre entre toutes les mains, il y a quand même des scènes assez crues, et je sais pas quoi penser. En fait tout va dépendre du volume 2, parce que la fin du premier tome se termine sur une discussion qui moi m'a laissé un peu pantoise, et je ne sais pas. Donc je vais spoiler, donc si vous n'avez pas envie d'être spoilé, je vous suggère d'avancer de 30 secondes parce que je vais pas prendre trop de temps non plus. Et attention, je vais spoiler, c'est parti. Donc à la fin du premier volume, lors de la confrontation, j'ai eu l'impression que la professeure était extrêmement injuste envers le jeune homme parce qu'elle lui explique, le jeune homme lui explique qu'il a une relation abusive et qu'il n'est pas du tout d'accord et qu'il ne sait pas comment s'en sortir. Et elle lui explique en gros que en fait on peut pas forcer un homme et que forcément il doit être consentant là-dedans et que les hommes c'est tous des porcs, et elle lui lâche tout ce qu'elle a sur le cœur dans la tronche, alors que lui il a 16 ans et c'est hyper injuste. Et on s'arrête là-dessus. Il n'y a aucun jugement de c'est bien, c'est pas bien, on sait pas. Donc, dans le tome 2, si ça continue en étant extrêmement injuste, je vais arrêter parce que c'est pas juste en fait. Le jeune homme est une victime aussi en fait. Par contre, si c'est une occasion
de se remettre en cause pour l'héroïne et de se rendre compte qu'il n'y a pas que les femmes qui sont victimes de relations abusives, ok, mais du coup je testerai le tome 2 et après on verra si je continue ou pas. Dans tous les cas, c'était une lecture plutôt intéressante et enfin, de toute façon chez Akata en général, les choix éditoriaux sont plutôt pas mal. Ensuite, je vais continuer avec une immense déception et un abandon, ce que je ne fais jamais. Je crois que c'est la première fois que j'abandonne. Genre, j'ai même lu le nom du loup de Anne Rice en entier alors que je n'aimais pas. Même Sirène à l'époque que vous avez dit que j'aimais pas, je l'ai lu en entier. Mais là, vraiment, c'était plus possible. Et la déception est haute puisqu'il s'agit de La Sève et le Givre de Léa Silol, dont j'attendais beaucoup et j'aime beaucoup Léa Silol, alors ça me fait vraiment de la peine. Alors, je vais vous résumer ça rapidement. C'est un livre de contes, un peu comme une chanson de geste en fait. On va suivre l'histoire de Angarade qui est née de créatures féeriques, puisqu'il y a le monde des fées, le monde des hommes. Et donc elle est née à la fois d'une nymphe du printemps, si mes souvenirs sont bons, et d'un seigneur de l'hiver. Donc elle a en elle le pouvoir de la vie du printemps et le pouvoir de la mort, de la glace, etc. Elle est via une prophétie vouée à tomber amoureuse de Finstern, qui est donc une espèce de seigneur des ténèbres. Je fais un résumé caca, hein, je suis vraiment désolée. Et ça m'a pas tout à fait marché comme ça, parce que à la naissance d'Angarade, en fait, elle va être enlevée et cachée dans la forêt. Voilà. Et elle va être élevée dans un village d'hommes, et remise par ces mêmes hommes qui l'aiment beaucoup pourtant à un espèce de vagabond féerique qu'ils connaissent, et ils savent qu'elle sera mieux avec lui parce qu'ils sont du même sang. Et effectivement, ce fameux vagabond est en fait le fils de Finstern. Il va l'élever comme sa fille, et c'est là où ça se gâte. Quand elle va devenir adolescente, il va tomber amoureux d'elle et elle va tomber amoureuse de lui. Donc déjà là, je me suis dit, ça coince pour moi beaucoup de passer d'enfant qu'on élève à amante. C'est vraiment, là ça m'a beaucoup cringé, mais je me suis dit, je vais continuer quand même. Je vais au moins aller jusqu'à 150 pages pour voir. Et en fait, après, au niveau des relations hommes-femmes, c'est une catastrophe. C'est la relation avec Finstern qui va forcément arriver, elle va être extrêmement abusive en fait, quoi, et l'héroïne réagit pas vraiment. J'ai trouvé ça hyper sexiste en fait, et surtout jusqu'au bout cette relation avec son père adoptif, je trouve ça immonde en fait, et du coup j'ai laissé tomber, voilà. Pourtant, Dieu sait que c'est très bien écrit. Léa Silol a toujours cette plume sublime, très imagée, et là vraiment l'écriture très chanson de geste, moi j'ai été conquise et vraiment ça m'a un peu vraiment déçue. Tant pis, donc pour l'instant il est encore là, mais il va aller sur Vinted très vite ou dans une boîte à livres. Au revoir. On passe ensuite à quelque chose de complètement différent. J'ai enfin lu le tome 1 de Grisha qui est dans ma palle depuis un an, il me semble, donc de Livre Bardugo. Alors, j'ai beaucoup aimé, mais alors je peux tout de suite prévenir, c'est vraiment du young adulte, voire je dirais du jeunesse. Je pense que ça peut se lire à partir de 14 ans pour être honnête, peut-être 15. Et voilà, donc faut pas s'attendre à un truc ultra profond, mais par contre j'ai trouvé ça absolument charmant, je vais vous détailler ça. Donc ça se passe dans le royaume de Ravka, qui est une espèce de Russie, on va dire ça comme ça, du 19e siècle. Mais il y a évidemment des éléments de magie dans ce monde-là. Chaque être humain en fait peut être pourvu de pouvoirs magiques, et à ce moment-là on les appelle ces gens des Grishas. Chaque enfant est testé quand il est petit pour voir s'il a des pouvoirs, et si c'est le cas, il est envoyé dans une académie pour développer ses pouvoirs. Il y a différentes castes, différentes catégories de Grishas, je ne vais pas vous détailler quand même, c'est à découvrir. Et donc on va suivre Mal et Alina, qui sont des orphelins recueillis par un noble, qui recueille souvent des orphelins d'ailleurs, et donc ils vont être élevés dans un manoir et testés pour être Grisha. Bon, tous les deux n'ont aucun pouvoir, et ils vont se retrouver du coup, une fois adultes, enrôlés dans l'armée, puisque Ravka est en guerre avec quasiment tous ses voisins. Ce qu'il faut que je vous précise aussi, c'est que dans Ravka, il s'est passé un cataclysme il y a plusieurs siècles. Il y a en plein milieu du pays une grande faille qui s'appelle le Shadowfall, je crois aussi en français. Et c'est un endroit en fait de ténèbres qui a été créé par un Grisha rebelle, on va dire ça comme ça, qui manipulait les ténèbres. Et donc toute une zone de ce territoire
est complètement inaccessible, hein, puisque c'est des ténèbres assez imperçables, comment on peut dire ça, enfin voilà. Et il y a des créatures horribles, je sais plus comment elles s'appellent d'ailleurs, j'ai oublié le nom, je pense que je vais vous mettre en description, qui, si vous rentrez là-dedans, vous faites dévorer tout simplement. Et donc cette faille, elle déchire le pays en deux, et évidemment ça commence à être compliqué niveau économie, etc., pour, même niveau ravitaillement en fait, entre les deux parties du royaume. L'armée traverse de temps en temps avec ce qu'ils appellent des sand skiffs, donc des espèces de bateaux qui vont sur le sable. Parce qu'on peut traverser cette faille si on ne fait pas un bruit et qu'on ne réveille pas les fameux monstres. Voilà. Donc au tout début de cette histoire, Mal et Alina ils vont être embarqués sur un voyage pour traverser la faille. Et c'est un peu le flip, c'est la première fois que ça leur arrive. Hein. Mal, en grandant, est devenu très populaire auprès des nanas, il a tout le temps des petites histoires. Et puis Alina, elle est un petit peu renfermée sur elle-même et elle est maintenant cartographe. Et Mal est ce qu'on appelle un tracker. Voilà, pour tout vous poser comme c'est. Et bien sûr, cette traversée, elle va mal se passer, ça va vraiment partir en sucette, et à cette occasion, Alina va se découvrir un pouvoir de Grisha. Voilà, je m'arrête là. Et donc voilà, ça se lit vraiment très très bien. Écoutez, ça fait, je sais plus, je crois 300 pages, et moi je l'ai lu vraiment très très vite, et je pense que je vais enchaîner sur le 2 très rapidement pour être à jour pour la série. Parce que la série, en fait, combine Grisha et Six of Crows, et moi je pensais bêtement lire le tome 1 de Grisha plus le tome 1 de Six of Crows, mais ça se passe pas comme ça. Il faut d'abord avoir lu les 3 tomes de Grisha et ensuite enchaîner sur Six of Crows. La série sortant en avril, je pense que je n'y serai pas, mais je vais essayer de résister et de ne pas commencer la série avant d'avoir lu au moins le tome 1 de Six of Crows. Donc j'ai 4 bouquins à lire d'ici avril, ça devrait le faire. Alors je change encore de registre puisque j'ai commencé cette méga brique dont je n'ai lu que la moitié quand même, pour être honnête. Il s'agit de l'intégrale de Blitz de Connie Willis, donc on retrouve là-dedans Blackout et All Clear. Donc pour l'instant je n'ai lu que Blackout, donc le premier livre en fait. Et je crois que je vous ai déjà parlé un petit peu de Connie Willis en fait, c'est une spécialiste du voyage temporel et elle a écrit plusieurs romans qui se passent autour de la même université d'Oxford, dans, je crois en 2020-2030, enfin... ou je sais plus, 2070, allons-y, c'est ça. Et dans cette université, en fait, on a développé le voyage temporel, mais il ne s'adresse en fait que aux historiens, pour étudier l'histoire tout simplement, et pas un monde d'autres qui s'intéressent à ça. Et donc dans ce programme universitaire, il y a régulièrement des élèves qui partent dans diverses époques pour étudier au plus près l'histoire. Bien sûr, on ne peut pas aller dans des zones qui sont trop tendues et on risque de créer un paradoxe temporel, donc il y a des règles comme ça. Et donc bien sûr, quand on va là-bas, il faut avoir le bon parler, les bons vêtements, les bons papiers, enfin c'est vraiment assez complexe et très bien développé. J'avais lu déjà plusieurs romans qui se passent dans cet univers, donc le grand livre qui se passe au Moyen-Âge pendant la peste noire, et sans parler du chien qui se passe en période victorienne à Londres, me semble-t-il, enfin en Angleterre du moins. Pour Blackout, on va arriver en pleine Deuxième Guerre mondiale, on va suivre plusieurs historiens qui sont dispersés dans plusieurs époques pour étudier divers aspects de la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a ceux qui vont étudier les célébrations de la victoire, ceux qui vont étudier les faux tanks gonflables que l'armée avait placés pour créer des leurres, et il y a ceux qui vont vivre le Blitz à Londres, donc les bombardements réguliers, et enfin il y en a encore une qui va étudier les déplacements d'enfants qu'on a fait pour les emmener à la campagne, pour les protéger du Blitz. Voilà, donc on va suivre plusieurs personnages dans ce monde-là, et il va y avoir une couille dans le potage, si je me permets, les points de transfert vers les différentes époques, vont avoir un gros souci, ça marche plus. Et donc nos braves gens sont coincés dans leur période respective, et c'est la merde. Et donc il faut qu'ils arrivent à se contacter entre eux, sauf que bien sûr c'est les moyennes années 40, hein, donc on n'est pas aidés. Et moi j'ai trouvé ça vraiment génial et hyper émouvant, enfin vraiment comme le grand livre en fait. Parce que on va suivre par chaque personnage, il va rencontrer des gens qui parfois vont survivre, parfois pas. Et
des personnages très british avec un humour pince sans rire. Enfin vraiment moi j'ai beaucoup aimé. C'est si vous aimez l'histoire, si vous aimez les dialogues cinglants et l'humour anglais pince sans rire, et aussi les moments poignants et qui révèlent en fait des choses très humaines qu'on a en nous, peu importe l'époque, c'est pour vous. Par contre, ne vous attendez pas à... Il n'y a pas d'action en fait, genre il n'y a pas tout le temps des trucs qui pètent avec des gens qui courent partout. C'est vraiment, c'est des romans d'ambiance, des romans de Connie Willis qui permettent en fait de sentir l'époque par les petites choses. Et elle a réussi ça très bien pour le 19e siècle, très bien pour le Moyen-Âge et là aussi très bien pour les années 40. Donc évidemment j'ai hâte d'enchaîner sur All Clear, mais je me suis gardé ça, vous savez comment je suis avec les sagas, je me le suis gardé pour le déguster plus tard et pour que ça se finisse pas trop vite. Voilà, donc voilà, je l'ai vraiment adoré et je le recommande vraiment, sauf si vous aimez les romans d'action, ça sera pas pour vous. Pour mon club de lecture, nous avons lu Au bonheur des ogres pardon, de Daniel Pénac. Moi je l'avais déjà lu il y a une quinzaine d'années, donc je l'ai vraiment juste relu en diagonale, mais c'est l'occasion d'en parler. C'est le seul roman de Daniel Pénac que j'ai lu, pourtant il fait partie d'une série, je crois que c'est la série des Malocènes, je ne sais plus du nom du héros, et ils ont l'air tous géniaux en fait, mais je sais pas pourquoi j'avais lu que celui-là à l'époque. Donc c'est assez particulier, la famille Malocène. On a le grand frère qui travaille dans un grand magasin type la Samaritaine à Paris par exemple, et tous ses frères et sœurs sont de pères différents, et sa mère lui a un petit peu laissé le soin de s'occuper de ses frères et sœurs, et régulièrement elle réapparaît enceinte ou avec un bébé ou en plein chagrin d'amour, et il faut la récupérer à petite cuillère. Donc voilà, notre grand frère, je ne sais déjà plus comment il s'appelle. Bon. Bref, Monsieur Malocène donc, travaille dans ce grand magasin, les relations qu'il a avec ses collègues sont assez... c'est les années 80 en fait à l'époque où ça a été écrit, et pareil, c'est des portraits de personnages assez... on va dire obtus, cinglants, petite critique de la société parisienne, voilà. Et donc il a des relations un peu tendues avec certaines, moins tendues avec d'autres, et tout va basculer avec une bombe qui éclate dans le rayon jouets, donc une espèce d'attentat, hein, voilà, et on va finir par l'accuser lui d'avoir créé cette, d'avoir posé cette bombe, et voilà, j'en dis pas plus. C'est une lecture drôle, tendue, émouvante, rigolote, enfin c'est un très bon roman français en fait, hein, donc je le conseille vivement si vous ne connaissez pas. Alors toujours dans mon club de lecture, mais cette fois-ci c'était notre lecture de janvier, on avait deux BD à lire, donc la première étant Peau d'homme que j'avais déjà lu et dont j'ai déjà rabâché les oreilles tellement je l'ai adoré. La deuxième par contre c'était ceci, Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher, que je n'aurais effectivement jamais acheté si c'était pas via le club, parce que le graphisme m'attirait pas plus que ça. Comme quoi, des fois il faut passer outre ce genre de choses parce que cette BD est géniale. Je l'ai vraiment adorée, et je vais essayer de vous faire un petit résumé. Là je me souviens du nom des personnages. On va suivre Lubin qui est un jeune acrobate qui a la vingtaine. Donc il a avec ses amis une petite troupe avec laquelle il se produit. Et à côté de ça il travaille dans une supérette avec son meilleur ami. Et lors d'une représentation, un soir, il va faire une chute directement sur la tête et se relever comme si de rien n'était, finir le show, rentrer chez lui, dormir, se réveiller, tranquille. Sauf qu'en fait, en se réveillant, il va se rendre compte qu'il a dormi une journée entière, donc il ne se souvient absolument pas. Il se dit que c'est sans doute dû au choc sur sa tête, et voilà, on passe à autre chose. Sauf qu'en fait, tous les 2 jours, il va se réveiller avec une journée de moins, donc ça commence à craindre au niveau de son boulot, ça commence à craindre avec sa copine, ça commence à craindre au niveau de la troupe aussi, parce qu'on ne sait pas si on peut compter sur lui. Lui, il ne comprend pas ce qui lui arrive, et les autres pensent que c'est un irresponsable patenté. Sauf qu'en fait, quand il n'est pas là et qu'il dort, et en fait, son corps, lui, il est quand même utilisé. Il va s'en rendre compte par des petites touches de choses, de gens qui l'ont vu, ne s'y souvient pas, etc. Et en fait, il se trouve que son corps est habité par quelqu'un d'autre, un jour sur 2. Voilà de quoi on part, et il va réussir à contacter son autre, ils vont entrer en dialogue, essayer de s'entraider, et au fur et à mesure la relation entre les deux, elle va vraiment se
se tendre et devenir très difficile parce que Lubin, lui, c'est le jeune acrobate qui vit un peu de son art et qui est un peu bohème. Et l'autre, lui, par contre, ben, c'est un mec très carré, il fait du développement web, me semble-t-il. Il a refait toute la compta, il range tout, il met tout au carré, et voilà, lui, très responsable en fait. Hein. C'est pas forcément quelqu'un de mauvais, mais c'est quelqu'un de très responsable. Donc les deux personnalités sont très très éloignées, ça va forcément créer des problèmes. Et voilà, je m'arrête là. La suite est géniale, très 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 bien amenée et ultra émouvante. Sortez les mouchoirs si vous vous lancez, mais c'est vraiment une très très bonne BD, et j'avoue que du coup j'ai bien envie de découvrir les autres BD de Timothée Le Boucher, parce que autant graphiquement ça ne m'accrochait pas plus que ça, au niveau du scénario j'ai trouvé que c'était vraiment vraiment bien, et je suis sûre que les autres BD de cet auteur sont bien aussi. Et enfin, on termine avec une autre BD qui est aussi un énorme coup de cœur. C'est Les filles de Salem de Thomas Gilbert, dont je vous ai parlé dans mon dernier book haul. Quand je vous disais qu'elle allait y passer très vite, elle y est effectivement passée très vite. Donc comme son nom l'indique, on se retrouve à Salem juste avant en fait les célèbres procès pour sorcellerie, et on va suivre le destin de plusieurs jeunes filles et femmes dans cette ambiance. Alors, gros trigger warning, c'est violent, c'est cru, les violences envers les femmes sont atroces. Si vous êtes sensible à ça, faites attention parce que c'est vraiment dur. Voilà, le trigger est fait, on peut repasser à la BD. On commence avec une jeune fille dont j'ai oublié le nom. Je vais quand même essayer de vous le retrouver, hein, mais bon... Je suis nulle avec les noms, c'est une catastrophe. Abigail. Désolée. Donc on suit la jeune Abigail qui a 14 ans et qui vit avec son père et sa belle-mère, ça se passe plutôt bien. Sauf que maintenant, bah, quand elle arrive à ses 14 ans, bah, elle commence malheureusement à attirer l'attention des hommes. Et elle va très vite se rendre compte que, ben, en fait, grandir pour une femme à cette époque, ben, ça craint vraiment. Son ami d'enfance lui fait une déclaration qu'elle n'a pas trop compris en lui offrant un cadeau, donc elle accepte le cadeau. Et aux yeux des autres, elle a accepté le cadeau, donc forcément, c'est une traînée, ce genre de choses. Et parallèlement à ça, elle va souvent dans la forêt, et elle adore la forêt, et elle va y rencontrer, ben, en fait, un jeune indien autochtone. Et à côté de ça, le village va expliquer que c'est le diable en personne et qu'il faut surtout pas... que si on le voit, il faut le tuer, machin. Enfin, régulièrement, du coup, les habitants organisent des battues et tuent atrocement des Indiens qui se promènent autour du village, quoi. Ambiance. La meilleure amie d'Abigail est la fille du révérend. Le révérend qui est bien sûr... un révérend, quoi. Donc, il est là pour... répandre la bonne parole, empocher les sous des gens et si possible garder tout le monde bien sous son joug s'il vous plaît. Et donc sa fille forcément, ben, elle fait profil bas tout en voulant rester amie avec Abigail bien sûr. Et ça va forcément poser des problèmes. On a aussi une mère et sa fille qui sont irlandaises, immigrées irlandaises et qui tiennent un pub que tout le monde adore fréquenter, mais forcément deux femmes qui tiennent un pub ce sont forcément des traînées, si vous voyez ce que je veux dire. La fille du révérend est élevée par l'esclave de son père qui est Tituba, donc Tituba la sorcière si vous connaissez, c'est romancé hein, donc on va mettre plusieurs éléments. C'est aussi une autochtone et puis elle aime beaucoup les remèdes naturels, etc. Ce genre de choses. Vous voyez évidemment les problèmes que ça va créer. Et on a aussi une jeune femme qui est visiblement handicapée mentale et qui traîne dans le village et ben, au début ça va, et puis en fait après on va évidemment lui trouver des problèmes liés à la sorcellerie, enfin, voilà. Et toutes ces femmes à un moment donné vont vivre quelque chose d'horrible et on va suivre leur destin, voilà. Et donc voilà, c'est très réjouissant. Il y a quand même des choses qui sont belles et qui sont touchantes dans cette BD, notamment la sororité bien sûr, qui va se créer entre ces femmes et l'amitié qui se développe entre Abigail et ce jeune indien, qui est plutôt touchante. Mais c'est vrai qu'en fait on voit surtout la domination des hommes, de l'église et les drames que ça peut amener. Et voilà, donc c'est une BD qui est essentielle que je trouve à lire pour rappeler un peu comment on peut passer d'un état de communauté pieuse à... je sais
communauté totalitaire, meurtrière et immonde. Et ça peut aller très vite pour pas grand chose. Donc voilà, je vous conseille cette BD, mais vraiment, il faut que vous ayez le cœur bien accroché et que vous soyez pas trop sensible à tout ce qui est gore, etc. Parce que ça peut aller assez loin dans certaines pages, mais c'est toujours justifié. Donc voilà, gros coup de cœur pour cette BD que je recommande aussi chaudement. Voilà, c'est tout pour ce point lecture. J'espère que ça vous a plu et que je vous ai quand même donné envie de lire certaines BD et romans dont je vous ai parlé, même si il y a eu une déception, mais voilà, ça arrive de temps en temps. J'ai encore d'autres trucs dont je pourrais vous parler, mais cette vidéo va être beaucoup trop longue, donc je vais m'arrêter là et je ferai ça pour un prochain point lecture. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, ce que vous voulez. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!